Merci. Bonjour à tous. Je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui et de participer à cette conférence très riche en enseignements. Je remercie Philippe Jean-Pierre d'avoir choisi ILEVA pour participer à la table ronde sur la transition écologique et la résilience en milieu insulaire. La thématique gestion des déchets est un sujet rarement attractif et mis en avant, surtout quand on parle de tourisme. Or, une gestion des déchets vertueuse, respectueuse du cadre réglementaire européen fait partie des politiques publiques indispensables menées pour l'amélioration du cadre de vie et contribue au développement touristique encore plus à La Réunion. Je vais vous présenter de manière très simplifiée la démarche engagée par 3 communautés d'agglomération, la CIVIS, la CASUD et le TCO, pour la gestion des déchets ménagers et des déchets sur leur territoire, dans un contexte de transition écologique. C'est un véritable défi à relever vu la situation de notre île, les contraintes géologiques et l'éloignement de l'Europe. Hier matin, j'ai pu entendre le président du GIS Optima sur la notion de chemin long. Le modèle retenu par nos territoires est un chemin long pour construire la transition. Démarré en 2012, il sera en phase d'aboutir en 2026. Et si d'ici là, aucun choc temporaire, pour reprendre le terme du docteur Sauveur, ne vienne à nouveau perturber sa trajectoire. Le syndicat mixte ouvert ILEVA est né d'une initiative menée en 2012 par les 3 communautés d'agglomération qui souhaitaient construire une stratégie à travers une vision, celle d'arrêter le tout-enfouissement des déchets ménagers compte tenu de ses impacts. Ils se sont associés au département de La Réunion qui avait la compétence à l'époque, avant le transfert de la loi NOTRe, et de la région au titre de sa compétence d'aménagement. ILEVA, c'est 15 communes, 536 000 habitants, et l'autre partie de l'île est couverte par un autre syndicat mixte, Sydney. La mission du syndicat était de récupérer la compétence traitement des déchets ménagers et assimilés, dont une installation de stockage de déchets non dangereux pour les mettre aux normes réglementaires, et parallèlement de mener toutes les études pour construire, sous maîtrise d'ouvrage public, un outil multifilière adapté à la contrainte insulaire, pour les déchets ménagers, mais aussi pour les activités économiques. Les études menées sont parties d'un diagnostic partagé, un territoire fini contraint, une pénurie foncière, une dépendance aux importations créant une hétérogénéité de déchets à traiter, notamment dans les plastiques et les emballages, un retard dans les modes de traitement proposés, peu de valorisation faute de filière de recyclage, un non-respect des directives européennes, notamment la hiérarchie du traitement de déchets qui prône d'abord le réemploi pour le recyclage, la valorisation matière, puis la valorisation énergétique et enfin l'enfouissement pour les ultimes. Ajoutez à cela une réglementation européenne qui conditionne le transport des déchets et fixe les normes réglementaires très drastiques pour les installations de traitement. Et puis, bien sûr, il y a le nerf de la guerre, l'argent, une contrainte fiscale très lourde avec une trajectoire de la taxe générale sur les activités polluantes qui sanctionne l'enfouissement, passant de 19 € en 2019 à 65 € la tonne enfouie en 2025. Les études menées ont constitué à définir l'implantation foncière du projet, son mode de gestion et son modèle économique sous le prisme de transition énergétique et d'économie circulaire, suite à l'application de la loi de transition énergétique pour une croissance verte promulguée en 2015. Sur le territoire d'ILEVA, la production de déchets reste constante, malgré toutes les mesures de prévention mises en œuvre par les 3 territoires. 20 ans de prévention, mais le tonnage des déchets enfouis reste identique. On enfouit entre 230 et 240 000 tonnes de déchets tous les ans. Depuis sa création, le taux de valorisation lié au mode de traitement reste très éloigné des objectifs réglementaires. 330 000 tonnes de déchets traités par an, 68% vont à l'enfouissement. Et si on retire les 90 000 tonnes de déchets verts annuels de par notre situation tropicale, valorisés majoritairement en amendement organique, les 20 000 tonnes de matières premières secondaires triées dans nos centres de tri, tout le reste va à l'enfouissement. ILEVA gère un centre de stockage de déchets non dangereux qui abrite plus de 7 millions de tonnes de déchets et est exploité depuis 1997, sur plus de 47 hectares. Il était donc impératif de changer, il n'y avait plus de foncier, et d'autre part, les objectifs étaient loin d'être respectés. Les études lancées en 2015 et 2016 ont conduit à la création d'un outil multifilière de traitement des déchets avec comme objectif de valoriser
l'ensemble des déchets ménagers et assimilés en associant 3 possibilités de valorisation. Matière, en tenant compte des filières de recyclage existantes comme le verre, les métaux ferreux. Organique, en favorisant le retour au sol pour les biodéchets qui seront méthanisés. Et énergétique, en valorisant un combustible solide de récupération fabriqué à partir de déchets triés. Cette valorisation énergétique permettra de produire de l'électricité pour plus de 10 000 foyers et participera modestement à la décarbonation de l'énergie de l'île dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il va rester malgré tout une petite part d'enfouissement indispensable pour les refus et les ultimes, parce qu'il n'y a pas de process il n'y a pas de process complètement neutre en valorisation. Tout cela sur une même emprise foncière, permettant ainsi d'apporter une réponse durable et responsable au traitement des déchets pour le territoire. Le projet est réversible pour s'adapter aux évolutions, c'est-à-dire si on arrive à diminuer drastiquement la production de déchets, la biomasse traitée par Ileva pourrait venir en substitution. Il y aura également la faisabilité qui reste à étudier de déstocker les déchets enfouis pour les valoriser et restituer les terres à d'autres activités. Et si demain, au contraire, il y a une croissance importante de production des déchets, nous avons prévu la possibilité de créer une ligne supplémentaire sur le même site. Les recettes de revente d'énergie combinées aux contributions des EPCI qui proviennent de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères contribuent à l'équilibre économique du projet, malgré un recours important à l'emprunt pour financer l'investissement qui se chiffre à 400 millions d'euros, toutes taxes comprises. Le projet bénéficie du soutien de l'Europe par le biais du FEDER et de l'État, ADEME et Fonds Vert. Le choix des EPCI s'est ainsi porté sur un modèle d'éco-industrie avec 3 équipements, un centre de tri, 2 unités de méthanisation et une unité de valorisation énergétique. Il conduit à la transition en utilisant les meilleures techniques disponibles de l'Europe. C'est un projet qui a été et qui reste malgré tout très complexe à mener aussi bien sur le plan de l'acceptabilité sociale. Il y a eu une concertation préalable menée sous l'égide de la CNDP. Sur la question de la maîtrise foncière, il a fallu faire les acquisitions amiables parce que l'expropriation était exclue de par la conduite de la gouvernance et la compatibilité de l'ensemble des documents d'urbanisme. Donc on a fait de la compensation financière agricole parce qu'on a impacté le monde agricole d'une partie du foncier. Sans compter toute la partie réglementaire liée aux installations classées pour l'environnement, c'est-à-dire la réglementation ICPE. Il a démarré en 2020 et comme dit en introduction, il a traversé un gros choc temporaire de forte intensité avec la défaillance judiciaire de son constructeur qui a abandonné le chantier un soir de juin 2022, laissant 90 sous-traitants, 8 co-traitants sans mandataire, sans maîtrise d'œuvre et plusieurs millions d'euros de marchandises dans les ports internationaux et en mer. Donc c'est donc un projet résilient. Nous avons perdu 2 ans pour tout remettre à flot. Nous n'avons jamais arrêté le chantier en combinant plusieurs solutions juridiques, en sortant de notre cadre de fonctionnaire, parce qu'on est fonctionnaire avant tout, en travaillant d'arrache-pied pour mener à terme le bateau. Et en relançant un nouveau marché dans le contexte économique défavorable et inflationniste post-Covid. Ce projet contribue et permettra le développement économique de la Réunion en apportant une solution de valorisation des déchets de l'ensemble des acteurs, que ce soit les ménages, les activités économiques. Le centre de tri est livré depuis cette année. Il sera mis en exploitation vers le mois de novembre. La méthanisation et l'UVE sont en bonne voie et seront mises en service en 2026 avec un premier feu au 1er juillet 2026 et une exploitation totale en décembre 2026. Parallèlement, le syndicat mixte poursuit ses missions dans le cadre du CODOM, c'est-à-dire que c'est un contrat d'objectifs qu'on a fixé avec l'ADEME pour les départements d'outre-mer, et anime pour les 3 EPCI un plan local de prévention des déchets ménagers assimilés concertés en vue de réduire la production de déchets, parce qu'on est sur un projet qui a été dimensionné en 2014, et là on est 2025, et on voit que le tonnage de déchets, dans notre projection, on avait une baisse prévue du tonnage de déchets, or on est en flux constant. Donc on travaille en vue de réduire la production de déchets et pour améliorer le geste de tri afin de favoriser la valorisation et le recyclage dans le respect de la hiérarchie du traitement et de la directive européenne de 2008. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très synthétique sur un projet extrêmement compliqué avec beaucoup d'aléas.
Merci beaucoup, Madame Maillot. Ce que je vous propose, on va tout de suite passer la parole à Monsieur Roland, de manière à avoir nos trois interventions. Ou à Monsieur, non, c'était Monsieur Waro d'abord. Hop là. Alors, attends. Oui, oui, oui. Attendez. Oui, normalement, c'est Monsieur Roland, mais il y a un souci sur le PowerPoint. Voilà. Hop là. Et voilà le PowerPoint. Allez. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai un timing, on m'a dit 12 minutes, donc c'est parti. Bien, la question que je vais présenter aujourd'hui, c'est nous quittons les rivages de l'océan Indien pour se retrouver sur le littoral méditerranéen et les problématiques touristiques qui est liées à, à la résilience des territoires et au recul du trait de côte sont identiques en réalité, et le cadre juridique est le même. Donc, je vais vous présenter donc, de façon historique, si vous voulez, et pour arriver au quotidien, ce littoral naturel qui a été développé par la mission Racine de la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire. Donc l'État a piloté le développement des stations touristiques du littoral entre 1960 et 1985. Et aujourd'hui, l'État nous demande de nous replier. Donc on va voir ce paradoxe et de savoir est-ce qu'il y a une solution intermédiaire possible. Puisque tout ça a été construit sur une utopie dans les années 60. Il y a une exception palavasienne, c'est un raté touristique. Et qui est devenu un avantage concurrentiel aujourd'hui. Nous allons examiner la question de la prise en compte de l'environnement naturel fragile comme un paradoxe économique dans un contexte limité. Émergence de pratiques territoriales innovantes, c'est-à-dire s'approprier la transition écologique comme un modèle de performance à travers un programme qu'on a dénommé Palavas Horizon 2050. Horizon, c'est horizein, en grec, ça veut dire perspective, se donner une vision à long terme. Il y a des défis et des contraintes, bien sûr, puisque changer de paradigme sans casser le modèle, ça relève de la gageure. Et nous avons aussi des freins et leviers avec un jeu de mots sur la matrice SWOT que vous connaissez bien. Et SWOT, c'est aussi SWAT. Est-ce qu'on pourrait arriver à un Special Weaponized Objective and Tactics, c'est-à-dire une transformation spéciale par objectif et tactique. C'est un jeu de mots, mais j'aime bien les jeux de mots. Comment on tire des leçons aussi de tout ça? Un rétexte grandeur nature. On a parlé de crise aussi ce matin, comme s'il s'agissait d'un modèle exceptionnel et d'un modèle dégradé. En réalité, il faut d'ores et déjà intégrer la gestion de crise dans un processus normal. Nous conclurons pour savoir si ce modèle est transposable à toute destination touristique. Donc le littoral représente 20 000 km et 22% sont soumises à un phénomène d'érosion. La baie d'Aigues-Mortes, c'est 660 km de littoral. Et nous savons aujourd'hui que les départements littoraux d'Occitanie sont soumis à une très forte poussée démographique. Imaginez que dans l'Hérault, et principalement à Montpellier, puisque c'est là où nous nous situons, il arrive 15 000 personnes chaque année. En 5 ans, c'est le département de la Lozère qui arrive à Montpellier. 2/3 des départements littoraux ont connu des catastrophes naturelles ces 25 dernières années. Donc c'est un phénomène ni récent ni exceptionnel. Le changement climatique ne va pas avoir lieu, il a déjà eu lieu. L'érosion côtière et la mobilité du trait de côte montrent la fragilité du territoire et pèsent sur ce secteur des vulnérabilités liées et complexifiées par la suroccupation. On va voir d'abord la durabilité, c'est-à-dire du péril naturel à la résilience territoriale. Le tourisme, je ne reviens pas dessus, mais tout ça a été dit dans les matinées et les journées précédentes. C'est un poids économique important, mais nous allons le prendre sous l'angle de la transition écologique. Cette création de richesse, cette génération de richesse, c'est aussi 11% des émissions de gaz à effet de serre. Et 3/4 proviennent de la mobilité. L'enjeu est donc là. Et le nombre de visiteurs a doublé en 20 ans, passant de 675 millions à 1500 millions.
Et des stations emblématiques qui ont été créées sur le littoral méditerranéen n'ont pas toutes eu la réussite, j'allais dire, d'un point de vue architecturel, paysager, organisationnel ou logistique. C'est très divers. En ce qui concerne la ville de Palavas-les-Flots en particulier, c'est une station de tourisme classée depuis 1924. Nous avons fêté son centenaire l'année dernière. Et elle a refusé d'intégrer le développement touristique proposé par la mission Racine en 1960. C'est assez curieux, c'est pour d'obscures raisons de politique locale qui relèvent parfois de l'anecdote. Je ne rentrerai pas dans ce débat-là parce qu'il n'est purement qu'anecdotique, effectivement. Mais ce raté touristique est devenu un avantage concurrentiel au sens économique parce que reste aujourd'hui l'authenticité du patrimoine, des activités locales comme la pêche qui sont préservées et qui existent de façon continue depuis 1750 et qui forment aujourd'hui ce que cherchent les clients. Nous l'avons vu sur les modèles précédents. Alors là-dedans, comment conserver sa place puisque nous allons faire quelques comparaisons avec La Réunion. La Réunion, c'est 556 000 touristes par an. Le territoire, 2514 km², il y a à peu près 42%, je crois, de surface d'espace naturel sensible. Donc il y a grosso modo 1200-1300 km² exploitables. Palavas-les-Flots, et vous faites ici environ 1 750 000 nuitées touristiques, si mes données sont exactes. Palavas-les-Flots, c'est 2,4 km², 6 km de long, 400 mètres de large. Ça vous donne la dimension. Altitude moyenne, 2,50 m. Étang d'un côté, mer de l'autre. Donc là, on pose le Lagrangien, comme disait l'économiste, et on va faire de l'optimisation sous contrainte. Et bien sur ce territoire, on fait 5 millions de touristes par an. 1,3 million de nuitées, 1 million de marchandes, 1 million de nuitées non marchandes et 3,7 millions d'excursionnistes. Donc ça fait rêver. Donc quand on me parle de surtourisme à La Réunion, désolé, mais je ne crois pas qu'on parle de surtourisme là-dessus. En revanche, la ville a été construite pour du tourisme de masse. C'est-à-dire que tourisme de masse et surtourisme sont deux notions complètement différentes que les médias utilisent à mauvais escient. La ville a été longtemps, comme ses voisines, une ville parc d'attractions. Et c'était un modèle très rentable. Et aujourd'hui, les aspirations des clients et celles des habitants sont plus du tout en adéquation. Et c'est pourquoi il y a ces éléments paradoxaux qui ont dû être pris en considération. Palavas Horizon 2050 a été initié en 2019, donc nous sommes 2 ans avant la loi climat et résilience et les décrets qui s'y rapportent. Donc nous avons investi sur la recherche et le développement. Pourquoi ? Parce que nous sommes convaincus que la recherche fondamentale est un effet de levier non négligeable dans la stratégie touristique. Les enseignants-chercheurs savent ce que cela veut dire d'investir dans de la recherche fondamentale et non pas dans des solutions prêtes à penser immédiates. Donc un consortium a été monté, une convention a été passée avec le CNRS, l'Université de Montpellier, pour partir de la science, c'est-à-dire de l'observation, de la modélisation. Et nous ne sommes pas encore sur la phase opérationnelle, mais de la phase de la définition de la stratégie. Parce que commencer à raisonner par le tractopelle, c'est prendre le problème à l'envers. Ainsi, l'institution a dû s'adapter aussi sur la baie d'Aigues-Mortes. Donc une entente a été créée en avril 2023 ensuite entre les 4 intercommunalités du Golfe, donc entre 7 aglopoles, Montpellier, Méditerranée, Métropole, Terre de Camargue et Pays de leur agglomération, et sur la base de la coopération sur les objets qui sont la qualité des milieux, les usages du littoral et les risques littoraux. Donc l'initiative est à la ville de Palavas. Par contre, le portage institutionnel sera fait par l'entente et ensuite la réalisation par l'intercommunalité pour des raisons purement juridiques. Il faut mettre un calendrier, il faut mettre des budgets. Le calendrier, c'est temporiser à l'horizon d'une quinzaine d'années pour être capable de limiter ou d'endiguer les effets actuels de l'érosion ou de la submersion. Maîtriser
à l'horizon de 30 ans, maîtriser cette trajectoire hydrosédimentaire de nos littoraux et être engagé dans une réaction adaptée. Et s'adapter à échéance de 90 ans pour accepter de vivre différemment sur le littoral et avoir suffisamment innové pour le faire dans les meilleures circonstances. Donc, parallèlement, et ça c'est ma position personnelle, il sera indispensable de réduire les flux touristiques pour améliorer les revenus des produits touristiques unitaires, afin de dégager un chiffre d'affaires suffisant pour que la fiscalité qui pourra y être adossée apporte un équilibre à long terme. Donc, la démarche, l'enjeu qui est celui-là, et peut-être cela fera-t-il l'objet d'un contrat de collaboration de recherche avec les universitaires, c'est de trouver la bonne solution pour réduire la quantité, augmenter le coût, et dégager les chiffres d'affaires pour que la fiscalité puisse financer les objectifs publics. Donc c'est un peu le même schéma que vous avez décrit, Monsieur Tessèdre, sur la Réunion, c'est-à-dire qualité par rapport à quantité. Mais il faut penser fiscalité aussi, parce qu'il faut que les institutions puissent faire face à ça. Changer de paradigme, il y a des défis et des contraintes. Trouver ces sources de financement pour assurer la propreté urbaine, la sécurité publique, la tranquillité publique des habitants. Et ces catégories s'entrechoquent. Les habitants, les commerçants, les clients, les usagers, la population, les électeurs, les contribuables ne sont pas les mêmes personnes. Et quand c'est la même personne physique, elles peuvent se considérer différemment selon la façon dont on leur parle et au moment où on leur parle. Et le discours politique et économique peut être brouillé si on ne s'adresse pas au bon interlocuteur. La Cour des comptes a fait paraître son dernier rapport sur le littoral méditerranéen. Je vous invite à sa lecture. Et je pense que cette analyse est à la fois juste et à la fois peu cohérente. Mais je ne m'aventurerai pas davantage dans ce commentaire. Nous n'avons pas le temps ici pour cela. Le temps m'est imparti, je vais donc conclure sur les freins économiques et le modèle. C'est agir sur le nombre, c'est-à-dire la capacité d'accueil physique. Agir sur les ressources énergétiques, notamment les besoins en eau et en électricité. Agir sur l'empreinte carbone des produits et des services touristiques qui seront proposés. Valoriser la biodiversité comme un objectif transitionnel touristique. Se préoccuper des vulnérabilités, les déchets, les eaux usées, la sécurité des personnes et des biens, leurs effets assurantiels aussi, ne le négligeons pas. Et utiliser des leviers qui nous permettront de trouver le bon point d'appui pour soulever le monde et prendre en compte la dimension de la complexité. La complexité, nous ne résolvons pas la complexité par la simplicité, mais par des composantes élémentaires. Cependant, la politique a horreur des questions complexes. Elle résout souvent ces aspects par de la sophistication et des réponses simples. Le praticien territorial que je suis, lui, ne doit pas tomber dans ce piège de la pensée simplifiée qui attribue une cause, un problème, une solution. Il privilégie plutôt l'approche holistique et la méthode heuristique pour résoudre des problèmes. Et le modèle touristique doit rester rentable et nous envisageons de le maintenir à un haut niveau de ressources pour permettre la pérennité de l'activité. Cependant, il n'y a pas de schéma simpliste qui croise ressources, quantité, prix, augmentation du prix, compensation de la contrepartie de la perte de quantité. Il faut avoir aussi une approche de stratégie de marketing territorial. Je termine, puisqu'on me fait gentiment le signe de la conclusion. Est-ce que ce modèle est transposable à d'autres éléments, à d'autres régions, en particulier la Réunion? Je pense que vous avez la possibilité, effectivement, de choisir les outils juridiques qui sont à votre disposition, notamment la loi 3DS, l'expérimentation, mais malheureusement, la cohérence gouvernementale et la majorité parlementaire ne permet pas de trouver des solutions. La conférence territoriale de l'action publique est un outil à La Réunion, puisque la région, département est là-dessus. Et je pense que la conduite de la transition écologique
doit nécessairement passer par des modèles juridiques qui existent, et notamment le principe de dérogation. Et ça, c'est le préfet du département qui en dispose. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Roland. Là aussi, un bel exemple d'approche collective et pensée en complexité pour agir de manière efficace. Et on voit la connexion avec la session de ce matin. Tout de suite, Monsieur Waro, qui va nous amener la dimension énergétique, où là aussi, on va voir que les enjeux de durabilité sont fondamentaux. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci de votre présence et je suis honoré donc d'être présent dans l'amphithéâtre de Maurice Cérizola qui était mon mentor et un ami aussi. Donc j'ai eu la chance de donner cours aussi à l'IAE sur les sujets du développement durable en licence et métier du tourisme et des loisirs. Et donc là, je vais vous faire un petit peu la transition là-dessus. Donc je suis directeur d'Énergie Réunion, qui est l'agence régionale de l'énergie et du climat. Il y a encore 2 ans, elle s'appelait Horizon Réunion. Donc on a rechangé de nom pour redevenir Énergie Réunion et vraiment se focaliser sur notre ambition et notre stratégie d'être l'acteur clé de la transition énergétique à La Réunion. Donc ça, c'est le leitmotiv et ce qui nous a été posé, ce que mon conseil d'administration m'a demandé de porter, tout en sachant que donc Énergie Réunion est une SPL, société publique locale, et avec 26 actionnaires, donc 18 communes, 5 EPCI, le conseil départemental, le conseil régional et 2 GIP. Et l'actionnaire majoritaire est la région Réunion à 85%. Donc pourquoi on existe le réchauffement climatique, on en a parlé, c'est une réalité qui est encore non comprise, puisque aujourd'hui la Réunion est un territoire insulaire exposé. On a des cyclones qui deviennent plus fréquents. Donc on a vu Garance, on s'était un petit peu... il y a eu Chido à Mayotte et on a eu Garance juste après. Ça a été un cyclone un peu atypique et anormal, mais quoique ça ne va pas être le plus puissant qu'on va subir bientôt. Donc les prévisions 2050 à l'échelle mondiale disent qu'on va aller sur un plus 2 degrés, ça c'est sûr et certain, donc en moyenne de température mondiale. Le plus 4 degrés peut-être, certainement on y va, mais certainement ça va être un plus 7 degrés en moyenne au niveau mondial, à horizon 2100. Et certainement que le plus 4 degrés, on l'atteindra en 2050. Ce qui veut dire pour La Réunion, en quelques mots, et ce chiffre-là m'a étonné récemment, il y a un mois, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près 37 jours chauds à La Réunion, c'est-à-dire 37 jours au-dessus de 31 ou 32 degrés. En 2050, si on est sur plus 4 degrés, ça sera 190 jours chauds à La Réunion. Donc, ce qui est énorme. C'est énorme pour le territoire, ça va être énorme en termes d'impact pour la nature, pour la biodiversité, mais aussi pour l'économie, puisqu'il faudra s'adapter assez rapidement. Et l'industrie du tourisme y sera aussi confrontée. Donc l'objectif, il y a un objectif qui avait été fixé par la loi de transition énergétique et croissance verte, c'était d'autonomie énergétique à horizon 2030. Aujourd'hui, on se rend compte qu'elle n'est pas réaliste et que globalement, elle va être repoussée à 2050, puisque le vecteur majeur de production et de consommation d'énergie sur le territoire et le transport, qui est 65% de la consommation énergétique du territoire. Et aujourd'hui, on n'a quasiment aucune solution de transport vert sur le territoire. Donc les freins qui font que ça n'avance pas aussi vite qu'il le faudrait, c'est les contraintes réglementaires, les lourdeurs administratives, le manque de financement pour réellement financer la transition énergétique. Et on l'a vu encore récemment, le discours d'Emmanuel Macron de la semaine dernière. Il y a eu 5 minutes sur à peu près 2 heures de discours consacrés à la transition énergétique. Donc la Réunion, la spécificité de la Réunion. La Réunion est considérée donc comme une île, comme une zone non interconnectée au réseau électrique européen, ce qui est un peu logique. On est dépendant historiquement des énergies fossiles et l'île a amorcé une transition énergétique vers les énergies renouvelables, avec notamment l'an dernier la conversion des centrales électriques à la biomasse solide et à la biomasse liquide, avec des pellets de bois qui sont importés du Canada.
et aussi des biofuels qui sont importés de la métropole, mais tout en sachant que la métropole n'est pas autonome en huile de colza et l'huile de tournesol qu'elle importe du Brésil. Donc le coût de l'énergie a flambé et il est passé d'environ 200 € du mégawattheure à 350 € du mégawattheure. Et le coût qu'on paye en termes, le coût de la CSPE, la contribution de solidarité publique à l'électricité, c'est-à-dire c'est la taxe que tous les Français payent en haut de sa facture, ça s'appelle la CSPE qui fait un pot commun. Et en fait, l'énergie est subventionnée à La Réunion pour venir rétablir le fait que tout Réunionnais paye 20 centimes d'euros le kilowattheure comme tout citoyen français et hexagonal. Donc la CSPE était de 700 millions globalement il y a 2 ans et elle a bondi à 1,2 milliard d'euros par an suite à la conversion à la biomasse. Tout en sachant que cette conversion à la biomasse est considérée et a été appelée, nommée même par la Haute Autorité environnementale de déforestation importée. Et il faut à peu près, juste en termes de chiffres, pour le bois qui est importé, les pellets de bois qui sont importés, ça représente à peu près la surface de La Réunion coupée en 7 ans. C'est une forêt de la taille de La Réunion qui est coupée tous les 7 ans pour qu'on vienne fournir l'électricité à La Réunion. Donc l'idée, c'est réduire la dépendance parce qu'on est toujours dépendant des énergies fossiles, des énergies renouvelables mais importées. On est toujours dépendant puisque on est dépendant à 85% de ces énergies-là. Et donc il faut se tourner vers les énergies locales. Donc là, on doit se tourner vers le solaire, l'éolien offshore, l'hydraulique et le stockage d'énergie qui va permettre de faire en sorte qu'on ait un mix énergétique local et renouvelable. Donc Énergie Réunion, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil public utile pour la transition énergétique du territoire, donc une SPL. Donc c'est plus ou moins une société privée, mais qui est aussi soumise au code de la commande publique, donc une SA, mais avec des capitaux publics. Et on a pour objectif donc de travailler sur 3 axes majeurs. Le cœur de métier qu'on a, c'est donc la maîtrise de la demande en énergie, puisque l'énergie la moins polluante, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc là, vous voyez ici, il y a les brasseurs d'air. Il vaut mieux avoir des brasseurs d'air que de la climatisation. Donc ça, c'est un vaste programme qui a été déployé à La Réunion. Donc globalement, tous les ménages peuvent avoir accès à des brasseurs d'air chez eux avec une contrepartie financière qui est apportée par la même CSPE qu'on a vue. On accompagne, nous, avec une trentaine de techniciens. Donc, on fait des diagnostics énergétiques chez les particuliers. Donc, on en fait à peu près 3000 par an. Et donc, ça, dans le cadre du dispositif SLIM, le service local d'intervention à la maîtrise de l'énergie pour les ménages en précarité énergétique. Il faut savoir qu'à La Réunion, donc, on a une population d'à peu près 900 000 habitants. Sur ces 900 000 habitants, il y en a à peu près 50 ou 40% qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Et donc, on a des personnes qui peuvent être au RSA avec un revenu d'à peu près 500 € par mois et avoir une facture d'électricité de 300 €. Donc, voilà, on vient accompagner ces ménages-là à avoir un peu une éducation énergétique pour ne pas se retrouver dans des situations extrêmement compliquées en fin de mois. Et donc là, on a déjà fait 35 000 diagnostics sur l'île. On en fait encore à peu près 3 000 par an. Ensuite, on a des diagnostics efficaces. Ça, ce serait l'équivalent du DPE en métropole, qui est mis en place en métropole. Donc, le diagnostic de performance énergétique qui va permettre à chaque propriétaire bailleur en fait, de louer son bien, mais uniquement s'il est rénové énergétiquement. Ce n'est pas encore applicable à La Réunion. Ça sera applicable à La Réunion d'ici 3 ans. Et donc, il faudra que à la fin de ce diagnostic, vous avez une étiquette. Est-ce que votre logement est étiquette A, B, C, D ou E ou F ? Et en fait, c'est ce diagnostic-là qui va permettre de définir l'étiquette. Ensuite, on a le dispositif CAPECO solidaire. Donc là, c'est la région Réunion qui aide avec les financements du cadre territorial de compensation, donc qui est toujours la CSPE, à l'acquisition de chauffe-eau solaire. Donc le chauffe-eau, c'est l'appareil qui consomme le plus d'énergie dans une maison. Et donc la Réunion est quand même bien placée au niveau européen en termes de 2e territoire le mieux équipé en chauffe-eau solaire.
Et là, on accompagne à peu près 2000 ménages qui ne peuvent pas se payer un chauffe-eau solaire pour qu'ils aient un chauffe-eau solaire quasiment gratuit. Ils n'ont que la TVA à payer. Donc là, c'est un dispositif régional et national qui finance ce dispositif. Après, on est actif aussi, donc toute l'instruction des dossiers se passe chez nous. Ensuite, on est actif sur le développement des énergies renouvelables, donc le développement de l'éolien, la biomasse, l'hydraulique et l'hydrogène. Donc là, on a des ingénieurs spécialisés sur chaque thématique et on réalise tous les schémas régionaux ou les plans de développement et les feuilles de route stratégiques pour développer ces énergies-là ou ces vecteurs énergétiques. On accompagne les collectivités à rédiger tout ce qui est DCE pour lancer les appels d'offres et pour qu'elles puissent s'équiper avec ces énergies-là ou avec le photovoltaïque sur leur toit. Et on accompagne aussi l'instruction de tout le dispositif CAP photovoltaïque, c'est-à-dire tous les ménages réunionnais ou tous les foyers réunionnais peuvent bénéficier d'une subvention de 3 000 € pour l'acquisition d'une centrale photovoltaïque ou 6 000 € centrale photovoltaïque avec stockage. Et donc là, c'est un dispositif régional financé par le FEDER. Et là, la région accompagne à peu près 2000 à 2500 dossiers par an aussi. Donc là, c'est une grosse enveloppe qui représente à peu près 13 à 14 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le territoire avec les solaristes. Et dernier point qui est en lien un peu aussi avec le sujet de l'innovation territoriale, c'est qu'on anime la gouvernance énergétique, comme M. Tessad en a parlé ce matin, ou M. Tiaokin. Donc là, on anime la gouvernance énergétique qui est un peu l'organe de décision pour la mise en œuvre de la PPE, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et donc là, on vient aider l'État et la région à la rédaction de cette PPE avec l'ensemble des acteurs du territoire. Donc cette PPE est une programmation pour dire on va mettre 50 MW de PV, enfin 300 MW de PV à horizon 2028, 50 MW de telle énergie. Et le sujet, c'est que cette PPE-là, on est en retard sur la mise en œuvre de cette PPE. Et l'idée, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu assez de cadrage. On n'a pas une vision à horizon 2050. Et donc là, on va tenter de mettre en place une étude future énergétique 2050 pour qu'à horizon 2050, les PPE viennent se cranter dans cette étude pour dire OK, on va avoir tel objectif sur l'éolien, tel objectif sur le photovoltaïque. Et il faut vraiment accompagner et mettre en place les financements qui pourront être mis pour développer ces énergies renouvelables. Donc là, je vous ai parlé de l'étude future énergétique 2050. Donc ça, c'est vraiment l'un des points majeurs pour arriver à cet objectif d'autonomie énergétique avec autant que possible des énergies renouvelables locales. Il y a un sujet majeur, c'est qu'aujourd'hui, le développement des énergies renouvelables est assez contraint aussi par le réseau électrique. Donc là, le sujet étant, il faudra aussi être capable de mettre en place un schéma d'investissement pour développer le réseau électrique. Et ensuite, il y a deux autres outils. Là, je vais vous parler de deux autres outils. Donc, la création d'une SEM. L'un des enjeux, c'est créer une SEM, c'est-à-dire aujourd'hui, une SPL peut accompagner les collectivités, mais elle n'est pas capable d'avoir le statut juridique pour récupérer des investissements privés, c'est-à-dire ou lever de la dette bancaire pour accompagner plus facilement les collectivités à mettre en place leur projet énergétique. Et l'autre sujet, c'est le sujet de la création d'une plateforme énergie pour soutenir la recherche et l'innovation. Et donc là, pareil, on accompagne une étude de préfiguration pour le territoire de l'Ouest et la région Réunion pour développer une plateforme énergie. La plateforme énergie, ça serait un laboratoire d'innovation sur les sujets des réseaux électriques intelligents, le stockage, le bâti tropical, tout en sachant qu'on a un petit peu d'avance sur le territoire réunionnais sur le sujet du bâti tropical avec tout ce qui est normes de construction et utilisation de la ventilation naturelle, modélisation modélisation et mise en œuvre de techniques de construction dans des climats tropicaux. Et à l'heure actuelle, l'un des enjeux du sud de la France, c'est la tropicalisation du climat. Et globalement, ça pourrait être aussi une passerelle pour faire de la recherche et développement et de la parsemer ou l'expérience et le savoir-faire qu'on a à La Réunion. Pareil sur les réseaux électriques intelligents, donc il y a une défaillance majeure sur le réseau espagnol.
là avec la coupure de 2 ou 3 jours, mais globalement le réseau électrique à La Réunion est un peu résilient et ils sont habitués à faire des délestages, des relances, etc. Et donc on a répondu à un appel à projet européen avec plusieurs instituts de recherche internationaux, donc le DTU au Danemark, l'EIT en Autriche et l'Institut technique d'Aragon, justement sur le projet de plateforme énergie, pour aller chercher un financement européen de 15 millions d'euros. Et l'une des thématiques à l'heure actuelle, par exemple, de l'Autriche, c'est d'être au milieu de plusieurs pays en Europe. Et ils voudraient savoir comment se déconnecter de ces pays-là et être autonome en énergie et sans avoir recours au réseau. Et donc là, peut-être qu'on a des échanges. Donc on est plutôt un laboratoire qui pourrait permettre à l'Europe de se tropicaliser. Donc voilà, ça c'est un sujet. Et donc on espère voir que ce projet, on espère que ce projet aboutira. En tout cas, on essaye de faire avancer, mais administrativement, ça reste long et difficile à mettre en œuvre, donc avec bien sûr les financements. Et sur le sujet de la SEM, donc là on a plusieurs collectivités qui se manifestent et qui veulent vraiment porter leur projet de photovoltaïque en autoconsommation. Et donc là, l'idée, c'est soit on l'accompagne via l'SPL, soit la collectivité le porte en propre en autoconsommation, ou soit on crée une SEM pour porter tous les projets de développement d'énergie renouvelable avec du financement et de la dette bancaire qui peuvent venir en investisseurs. Je pense que j'ai fait le tour, j'espère avoir tenu le timing et j'ai peut-être pas tout dit. Ah, et autre sujet sur lequel on intervient, vous avez parlé de Salazie tout à l'heure. Donc, le village d'Elbourg, on accompagne aussi une opération programmée d'amélioration de l'habitat, de la rénovation urbaine du centre-ville de Saint-Pierre. Et donc ça aussi, les petites villes de demain, c'est à peu près la même dynamique que Petites villes de demain. Et donc on accompagne cette OPA, c'est la première OPA depuis plus de 10 ans à La Réunion. Et donc là, on va accompagner la rénovation des bâtiments et des maisons dans le centre-ville de Saint-Pierre. Et globalement, c'est quelque chose qu'il faudrait voir fleurir sur l'île parce que la commune de Salazie pourrait bénéficier de ce statut-là et d'avoir des abondements en financement et en subvention de la part de l'ANA, etc., pour pouvoir se rénover et chaque citoyen avoir une ville qui se rénove et se réhabilite avec l'action de chaque citoyen et chaque habitant. Merci à tous de votre écoute. Merci beaucoup, Monsieur Waro. Merci beaucoup à vous toutes et tous pour ces 3 présentations qui nous permettent de voir effectivement comment on construit finalement des territoires durables avec effectivement des choses qui nous interpellent. Clairement, comme vous l'avez montré, comme vous l'avez montré, les enjeux de durabilité, vous les avez tous intégrés. Vous avez évoqué effectivement les conséquences, on voit bien sur le trait de côte, sur la tropicalisation du climat, les effets extrêmes sur les individus et le fait que finalement on doit complètement intégrer cette notion de durabilité et se poser la question finalement de construire des territoires durables, quand bien même on est dans un contexte de tension sur les financements, de tension sur les ressources disponibles. Et effectivement, ça veut dire que ça nous conduit à agir. On va passer, parce qu'effectivement, on n'a pas trop le temps, mais en tout cas, l'idée, c'est effectivement, il y a des tas de concepts qui peuvent être avancés, mais ce qui va être intéressant, c'est de voir comment on passe de visions parfois très réactives à des visions beaucoup plus proactives dans lesquelles on va essayer d'imaginer, d'agir pour essayer finalement de faire en sorte que notre territoire puisse faire face à la transition, aux enjeux environnementaux, sociétaux en tant que tels. Et puis finalement, ça pose la question également des acteurs publics que vous êtes en tant que tels, en disant effectivement comment effectivement on va essayer de favoriser des logiques de proximité, comment on va essayer de penser, et c'est peut-être là-dessus qu'on voulait insister. Ce que vous nous avez montré aussi, c'est très intéressant, c'est de montrer comment à un moment donné, en tant qu'acteur, on va porter des projets qui vont essayer de faire bouger le territoire, de faire bouger les façons de faire et de faire en sorte qu'on bâtisse des réponses qui soient durables. Donc ce qu'on va parfois appeler des logiques d'entrepreneuriat territorial avec des acteurs qui finalement vont avoir un rôle d'impulsion, vont essayer de construire des dispositifs. Et en même temps, vous nous avez montré dans les dispositifs que vous avez les uns et les autres faits, on voit qu'il y a quand même des questions qu'on n'imagine pas toujours simples, même si là vous nous les avez présentées en disant regardez, les choses se font. On se dit quand même, est-il
assez simple, finalement, a-t-il été simple d'arriver à créer ces coopérations, d'arriver à introduire ces projets collectifs qui vont faire bouger nos territoires en faisant en sorte que les différents acteurs locaux coopèrent, soient convaincus. On a vu ce matin la question qui était posée, c'est de dire finalement chaque instance, chaque acteur a ses propres intérêts et en même temps il y a un intérêt commun, il y a un intérêt collectif qu'on va essayer de porter et donc on va essayer de bâtir des compromis, on va essayer de bâtir des solutions, des gouvernances qui vont être durables. Et donc là-dessus on se dit qu'il y a probablement des choses à voir et peut-être se dire finalement est-ce qu'il n'y a pas eu des difficultés, quels leviers vous avez utilisés les uns et les autres pour arriver à créer ces points d'accord et faire bouger les différents acteurs. On a également toute la question qui est implicite à ce que vous avez fait, ces questions de résilience parfois des projets. Je pense à l'intervention par exemple de Mireille Maillot, où effectivement on voit des dispositifs qui marchent, qui vont au bout, qui vont rentrer en action, mais on a le sentiment que souvent créer ces dispositifs, ce n'est pas un long fleuve tranquille et que bien souvent il a fallu résister à des chocs, résister à des crises. Donc voilà, donc c'est peut-être là-dessus qu'on aimerait un peu avoir votre retour en disant, alors dans une logique où d'autres acteurs et à peu près tous les acteurs en France sont confrontés aux enjeux que vous adressez, comment finalement on pourrait s'inspirer de vos leçons, de vos retours d'expérience, de ce que vous avez fait dans des contextes locaux pour effectivement nourrir d'autres dynamiques. Voilà, donc c'est un petit peu là-dessus qu'on aimerait vous entendre, mais peut-être aussi ouvrir des questions sur la salle s'il y a. Voilà. Et la salle virtuelle où on nous disait par exemple des questions sur les changements de jeu d'acteurs. Hop. Vous posez. Tiens, je vais amener le micro. Bonjour Olivier Bénard, j'ai 2 questions. J'ai une première, c'est sur Palavas-les-Flots. Je sais qu'il y a une grosse rénovation du bâti qui devrait être prévue, parce qu'il y a un vieillissement aussi de votre offre aujourd'hui, et puis aussi des bâtiments qui n'ont pas été conçus pour ça à la base et qui ont besoin peut-être d'avoir une rénovation un peu différente. Et de l'autre côté, c'est une question plus pour l'énergie. Aujourd'hui, on est à La Réunion, on produit du sucre depuis des années. Et au Brésil, on fait rouler nos voitures on fait rouler les voitures depuis 30 ans au bioéthanol. Est-ce qu'il y a un mouvement qui va vers cette réflexion pour nos véhicules, parce qu'on sait qu'on utilise énormément le véhicule sur l'île. La deuxième question, elle va être sur plutôt l'énergie hydrogène. Qu'est-ce qui est prévu dans les années à venir sur l'hydrogène, sachant que ça sera une transition écologique pour les avions? On voit qu'Airbus fait voler ses avions à l'hydrogène pour que dans quelques années, on puisse avoir des avions plus propres sur l'énergie. Est-ce qu'il est prévu de créer des centrales auprès des aéroports ou des villes qui sont plus près de la côte, sachant que une grande partie des villes de La Réunion sont près des côtes? Qu'est-ce qui est prévu pour ça et quel type d'hydrogène vous avez prévu si c'est le cas? Merci. Je vais commencer la réponse avant de laisser le micro à mon collègue. Bien. Si, c'est correct. Je réponds tout de suite à la question de notre collègue chercheur enseignant sur la façon de faire très rapidement. Nous avons élaboré une stratégie parce que nous ne savions pas que c'était impossible. Donc il faut être entreprenant. Et par quel moyen? Lobbying. J'en dirai pas plus. Sur le renouvellement urbain, la double peine des territoires littoraux, c'est le plan de prévention des risques d'inondation. Donc, et le schéma de cohérence territoriale. Vous savez, qui peut le SCOT peut le plus. Hein, qui peut le schéma de cohérence territoriale peut le PLU. D'accord? C'est la liberté dans la contractualisation des politiques publiques, hein, dans la gouvernance urbaine, comme on dit. On va aussi loin qu'on a les moyens d'y aller. Donc, comme vos enfants, si vous leur donnez 10 € pour mettre de l'essence dans leur mobilette, vous savez qu'ils ne quittent pas le canton. Si vous leur donnez 2 €, ils ne quittent pas la commune. Donc là, ils ont le libre choix d'aller où ils veulent, mais la contrainte, elle est budgétaire. Donc le renouvellement urbain ne peut pas se faire, tout simplement parce que le PPRI ne permet pas de passer d'un logement à 2 logements. On peut passer d'un logement à une activité, mais s'il y a un immeuble avec un logement, même si l'assiette foncière est suffisante, on ne peut pas créer davantage de logements. Donc la limite, c'est la rentabilité économique du projet. Donc la ville est finie à terme. Mais c'est vrai pour toutes les communes. Le deuxième effet qui se coule de la loi climat et résilience, c'est le décret de 2022 sur l'inscription des communes sur le trait de côte.
Nous avons refusé par 2 fois l'inscription de la ville sur ce décret de littoral. Certaines communes y sont allées de façon volontaire. C'est suicidaire. Parce que vous dites « Bonjour Madame Michu, bonjour Monsieur Dupont, bienvenue, vous êtes ruinés ». Bail amphithéotique d'adaptation trait de côte, etc. Donc, il y a 4 ans pour mettre en œuvre des études pour l'étude submersion. Et ensuite, c'est le conseil municipal qui devra inscrire dans son PLU ce risque-là pour dire c'est constructible ou pas. Normalement, c'est à l'État de dire le risque. Le PPRI, c'est les services de l'État qui disent le risque. La ville, donc, applique la contrainte. Dans le cadre des dispositifs loi climat et résilience et décret 2022 sur le trait de côte, c'est le conseil municipal, donc les élus locaux, qui vont définir qu'est-ce qui sera faisable ou pas faisable. Vous imaginez ce que ça veut dire en termes de contraintes politiques et de gouvernance. Je reste là-dessus, je laisse la parole à mon collègue. Oui, bon, il y a plusieurs questions là, auxquelles répondre. Donc je vais rebondir sur ce que dit Monsieur de Palavas. L'une des contraintes majeures, c'est les contraintes administratives qu'on a pour développer les énergies renouvelables. L'an dernier, ou il y a 2 ans, il y avait le sujet de la loi APER, donc Accélération pour le développement des énergies renouvelables. Au final, cette loi, c'est plutôt une loi de complexification supplémentaire et de frein au développement des énergies renouvelables. Et on se rend compte aussi que aujourd'hui, elle devait être mise en place sous 6 mois. Ça fait 2 ans qu'on n'a toujours rien. Donc, le sujet administratif pour le développement des énergies renouvelables est juste majeur. Ensuite, autre point aussi sur le sujet administratif, et là, c'est pas pour... c'est vraiment à titre d'exemple, et je ne veux pas taper sur les administratifs, mais il y a certaines communes à La Réunion pour donner un document préalable pour l'installation de centrales photovoltaïques. Certaines communes, ça se passe en 1 mois, et d'autres communes, ça se passe en 6 mois, ou voire même elles refusent toutes les demandes d'installation de photovoltaïques sur les toits. Donc simplement parce qu'il y a une personne au service urbanisme qui bloque, quoi. Donc c'est des sujets aussi de personnes derrière, et si en fait tout le monde voulait que ça avance, ça avancerait peut-être plus rapidement. Donc ça c'est un point, mais je viens pas embêter les administratifs. Pour répondre sur le sujet du biocarburant, alors le sujet du biocarburant, là je ne pourrais pas répondre pour les acteurs globalement, le sucre est utilisé à La Réunion, donc on a une partie qui est exportée en sucre et après une autre partie pour faire du rhum. Et je pense qu'après, c'est des contraintes économiques. Justement, le rhum est quand même un produit clé du tourisme à La Réunion et même de l'export à La Réunion. Donc, il y a certainement plus de rentabilité à faire du rhum que faire du bioéthanol et du biocarburant. Donc, il y a une partie, je crois, qui est fournie pour l'attaque de Saint-Pierre, mais je crois qu'elle vient aussi en partie de Maurice, qui s'est plus tourné vers ce côté-là, puisque leurs champs et leurs exploitations sont un peu plus mécanisables et ils ont un coût de production qui est certainement moindre que le nôtre. Mais ça, c'est plutôt le syndicat du sucre qui à l'heure actuelle, qui a plus réponse sur ces sujets-là, tout en sachant que l'enjeu majeur de la filière sucre à La Réunion, c'est être capable de maintenir la production, qui est passée de 2 millions de tonnes à 1 200 000 et voire moins cette année, si j'ai bien compris. Dernière question sur l'hydrogène. Donc à l'heure actuelle, donc on a pris un long moment pour rédiger la feuille de route hydrogène avec les acteurs. On en passe de la finaliser. Elle sera validée en commission permanente de la région prochainement. Et donc il y aura une feuille de route à la portée territoriale et une feuille de route pour la conseil régional en lui-même. Et l'enjeu pour le territoire, pour faire démarrer la filière, c'est d'avoir un premier projet démonstrateur. Mais quand on dit démonstrateur, à l'heure actuelle, on a pris un train de retard par rapport à l'Europe. Et en fait, quand il s'agit de démonstrateurs, il s'agit déjà des projets minuscules à l'échelle de l'Hexagone et à l'échelle européenne. Et donc là, l'idée, ça serait d'avoir d'ici 3 à 5 ans une centrale photovoltaïque qui permettra l'électrolyse de l'eau pour produire de l'hydrogène et qui viendra alimenter la mobilité lourde pour 5 bus, en 5 à 10 bus. Donc on est sur ce projet-là pour pouvoir amorcer la filière, à créer un peu de formation, emmener les techniciens à manager, piloter les bus, les maintenir, etc. Et ensuite déclencher la filière de formation. Et dans la plateforme énergie, normalement, on aura un côté
formation hydrogène et aussi démonstrateur hydrogène pour accompagner ça. Tout en sachant que le véhicule électrique à La Réunion commence à être une réalité. Ça se développe de plus en plus, mais le sujet, c'est le traitement des batteries. Et on l'a vu il y a 2 ans, ils ont fait un bateau exprès pour réexporter les batteries, mais ces batteries, on a dû les réexporter en conteneurs réfrigérés. Donc voilà, le coût de la batterie à La Réunion, c'est costaud. Merci. Alors, j'ai une question aussi en ligne pour Madame Maillot. Parce que quand vous avez présenté le projet, notamment on a vu que le premier opérateur sur le projet avait fait faillite et vous avez évoqué le fait qu'il avait fallu le remettre en place en sortant du rôle de fonctionnaire, et la question en ligne était de dire justement alors comment avez-vous fait et quel est quelle est la particularité de cette approche que vous avez choisie à ce moment-là pour sortir finalement de l'ornière? En fait, quand je précise sortir du rôle de fonctionnaire, ce n'est pas franchir la ligne rouge, hein. C'est surtout de dire, en fait, il faut coûte que coûte trouver une solution et ne pas lâcher le projet. Parce que, en fait, le temps, comme expliqué, le temps de l'administration est un temps long, un temps de réflexion. Et donc, nous, on a pris le problème à bras-le-corps dès le 22 juin. Avec les 90 sous-traitants, parce qu'on avait 90 sous-traitants sous les bras. On avait aussi 8 co-traitants, puisque c'était le mandataire ensemblier qui a fait faillite, hein, c'est la maîtrise d'œuvre, donc on n'avait plus de maîtrise d'œuvre, on n'avait plus de mandataire, donc on a pris la tâche d'une AMO, d'un cabinet, qui nous a aidés sur la partie technique, parce qu'il fallait faire le recensement du chantier, on était en plein chantier. Il fallait aussi voir quelles étaient les solutions pour récupérer les marchandises. On avait un morceau de chaudière en Chine, un autre morceau au Maroc. On avait des bateaux dans l'océan Indien qui ramenaient des marchandises. Donc on a travaillé dossier par dossier. On a fait des protocoles transactionnels pour sauvegarder l'intégralité de la marchandise. Ça a été un travail de très longue haleine avec plusieurs solutions juridiques et accompagné bien sûr par le contrôle d'égalité, parce qu'il y a des solutions à un moment donné, il fallait rester dans le cadre légal, dans ce qui était possible. Donc à chaque fois, on a travaillé aussi avec les services de l'État pour le cadrage juridique, et on a mis quasiment 6 mois pour mettre en place les protocoles transactionnels. Et parallèlement, on a lancé un marché public global de performance, un nouveau marché pour assurer la continuité de service tout en maintenant le consortium initial pour la construction. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec 2 groupements, parce que le premier groupement n'avait pas d'expertise dans la construction de la valorisation énergétique. Donc ça a été un travail, quand je dis sortir du cadre fonctionnel, c'est-à-dire qu'on a travaillé à pas d'heure avec les moyens qu'on avait, et surtout on a avec la volonté politique aussi, hein, parce qu'on a eu un accompagnement de la gouvernance, une gouvernance très structurée et très forte, que ce soit au niveau régional, au niveau de l'État, au niveau de l'ADEME, au niveau du ministère, parce qu'on a aussi sollicité l'appui du ministère, l'appui de Bercy, pour trouver des solutions économiques et pouvoir maintenir le projet qui garantit la continuité de service pour 536 000 habitants. C'est-à-dire que demain, sans ce projet, il n'y a plus de continuité de service public de traitement de déchets sur le territoire. Donc c'était un enjeu majeur pour l'ensemble des acteurs, hein, aussi bien pour les acteurs économiques, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on a parlé ce matin du monde de l'élevage. Il faut savoir que la valorisation des déchets organiques, c'est un problème, hein, c'est pas aussi bien structuré et aussi qu'on a voulu le faire croire ce matin, hein. Enfin, qu'on a voulu l'avancer ce matin, parce que du coup, cette filière, elle se développe sans solution de traitement. Donc, à un moment donné, on est on a un centre de valorisation pour les déchets de la filière, sauf que ce centre, il est saturé, et donc nous, on vient pallier en urgence sur des situations liées aussi à la continuité économique et sur des situations sanitaires qui peuvent causer un risque très grave pour la Réunion. Donc le projet de Pôle Déchets Sud va apporter une réponse durable et va permettre justement de répondre à cette situation d'urgence dans laquelle on est dedans depuis plus de 20 ans. Parce que tous les 3 ans, c'est qu'est-ce qu'on va faire des déchets, hein, c'est la situation qui se pose actuellement dans le Nord-Est.
pour ceux qui suivent l'actualité, parce qu'à un moment donné, sans foncier, on ne peut pas faire d'ISDU, sans acteurs économiques, sans process, on ne peut pas faire de projet. Donc tout ça, on est très dépendant de l'Europe et de tout ce qui est dispositif international, en fait. Voilà, parce que les process, ils viennent du monde entier. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Bonjour, Christophe Favoreux, j'avais une question pour Monsieur Rouland. Donc moi je suis enseignant-chercheur en stratégie, management stratégique public, innovation, pas du tout en tourisme. Hein. Et dans ma partie enseignement, par contre, c'est la stratégie. Et donc on apprend à nos étudiants, les cours de stratégie classique, soit on fait de la domination par les coûts, du volume, soit de la différenciation. On ne fait jamais entre les deux parce que ça ne marche pas. Et ce qui est très intéressant dans votre cas, c'est que je me posais la question de la difficulté. On a très rarement des cas d'entreprise, je n'en connais pas beaucoup, qui sont passés du volume à la différenciation et qui ont réussi à le faire. Voilà, parce que c'est extrêmement compliqué. Tout le business model, généralement, toute la chaîne de valeur est construite autour de cette stratégie. Alors c'est intéressant parce que je sais qu'il y a un certain nombre de villes qui ont soit volontairement voulu c'était une stratégie, soit qui ont basculé de la différenciation au volume. Je pense notamment à beaucoup de villes de Corse, Bonifacio, et qui essayent de revenir dans l'autre sens. Voilà. Et je vois que c'est une stratégie aussi de dire on va monter en gamme, on va monter en différenciation. Et donc je me posais la question de la difficulté, de la stratégie que vous envisagez, sachant que généralement ces stratégies, on a les actifs, on a les systèmes de management, on a l'image, tout ça est associé à un modèle. Et alors le plus difficile, je pense qu'à mon avis, c'est l'image pour repartir dans l'autre sens. Comment vous avez envisagé cette problématique? Vous avez priorisé? Et voilà, je serais très intéressé de voir. Et les temps, on parlait des temps longs. Là, on est, je pense, sur des temps qui vont être relativement longs pour basculer d'un modèle de volume. Et encore une fois, ce n'est pas une critique ou péjoratif, mais je sais, par exemple, moi, je travaille beaucoup sur le transport aérien. Passer d'un modèle de type EasyJet ou Ryanair à un modèle de type, que ça soit Emirates, c'est extrêmement compliqué, notamment d'un point de vue, sachant que les deux modèles sont compliqués à mettre en œuvre même. Voilà. Donc voilà, ça m'intéresse sur cette problématique-là de basculement d'un modèle qui était plutôt de volume et de masse à un modèle de différenciation en matière touristique. Alors, pour tenter de répondre à votre question, c'est tout l'intérêt de faire travailler les enseignants-chercheurs et les doctorants sur ce genre de questions, parce qu'il ne faut pas commencer à démarrer une action avant d'avoir réfléchi. Ça, c'est le préalable. C'est pas une pirouette que je fais, c'est tout simplement parce que ce portage-là, aujourd'hui, il n'est pas politiquement tranché définitivement. D'accord ? Donc, c'est un sujet, c'est une réflexion à long terme. Et je pense qu'on peut y arriver. On peut y arriver en changeant de modèle. Mais il faudra qu'on intervienne sur le temps aussi. Ma collègue parlait tout à l'heure du temps de l'administration, du temps long. Mais ce n'est pas l'administration qui produit le temps long. C'est la réglementation. On nous impose des délais. C'est juste dingue, quoi. Mais il faut utiliser le temps long pour celui de la réflexion. Passer d'un modèle à un autre, c'est pas possible. Il faut trouver un modèle intermédiaire. Donc il faut, dans la temporisation, trouver le modèle de la maîtrise. C'est-à-dire, est-ce qu'on, pour atteindre un modèle de masse, un modèle de différenciation ou de spécification particulier en termes économiques, il va falloir qu'on invente un modèle transitionnel. J'appelle ça le doudou, vous savez, le support transitionnel pour les enfants, l'objet de transition. Eh bien, en matière écologique ou en matière économique, c'est exactement, il va falloir qu'on invente le doudou. Et ce doudou-là, il faut que tous les acteurs du territoire se l'approprient. En termes d'image, vous avez totalement raison. On avait une image qui était celle d'une ville familiale, à grand débit, etc. Les études économiques et sociologiques nous ont montré que ce n'était absolument pas la réalité des clients. C'était plutôt classe moyenne, moyenne supérieure. Et changer l'image et passer par le côté vintage. C'est-à-dire qu'il a fallu trouver l'élément qui puisse faire glisser d'un modèle à un autre. Voilà. Et les modèles ont un autre élément de complexité, c'est qu'ils ne sont pas figés. Ils sont évolutifs dans le temps. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à l'abri d'une crise Covid, d'une crise d'un attentat. On a une ville voisine qui a subi un attentat et à côté, on a eu des répercussions. Vous avez des éléments qui peuvent être singuliers. Nous avons eu une noyade un lundi de Pâques, une autre noyade, pas sur le territoire, mais ça a été attribué au territoire par les médias. Donc 2 noyades perçues par le public ou les clients sur 2 jours. Le taux de réservation est passé de 34% à 2%.
Et là, on retravaille l'image pour remonter. Cette question-là, comment on l'envisage? On l'envisage, ça ne peut pas être vertical. Ce n'est pas possible. C'est une matrice. Et cette matrice, elle doit être co-construite. Alors, c'est un gros mot, co-construit, ça fait bien dans un colloque de dire co-construction, tout ça. Mais on ne peut pas diriger les socioprofessionnels. C'est pas vrai. C'est pour ça c'est de la contractualisation de politique publique. Et donc, il faut trouver des sources de financement. C'est-à-dire trouver des modèles d'accompagnement là-dedans. C'est pour ça qu'on est un territoire d'expérimentation, parce que c'est un lieu un peu singulier et où tout est possible, parce que quand il y a une volonté politique et économique de le faire, je pense qu'on peut y arriver. J'espère avoir répondu globalement à votre question. Le mot de la fin, Monsieur Waro, Madame Maillot. On va vous remercier vraiment tous les trois pour les beaux cas que vous nous avez montrés et les matières à réflexion que vous nous avez données. Merci beaucoup.